Bonjour et bienvenue sur Médien TV, la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre Le ciel bat son plein à Rabat. Une édition déjà visitée par 62 000 visiteurs au cours de ces 4 premiers jours. Des visiteurs qui ont l'occasion d'y découvrir Nina Bouraoui ou La tentation de l'universel, l'auteur Rabia Marhouch, universitaire, écrivaine et éditrice. Rabia Marhouch est également fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africa Mood à Rabat. Justement, avec elle, nous allons parler de la mise en perspective des littératures africaines au Maroc en général et en particulier lors de ce Salon du Livre 2023. Bonjour à vous, Rabia Marhouch. Oui, bonjour. Mais je vous entends pas bien, je suis désolée. Alors, apparemment, on a quelques problèmes de son avec elle, mais je pense que ça va bientôt être résolu. Est-ce que vous m'entendez à présent, Rabia Marhouch? Non, désolée, je n'entends pas très bien, j'entends rien. Quelques problèmes, quelques difficultés au niveau du son. Bon, j'espère que ça ne va pas tarder à être résolu. Juste, je rappelle donc, nous parlons dans le cadre de la 28e édition du Salon international du livre et de la littérature donc à Rabat. Est-ce que vous m'entendez, Rabia Marhouch? C'est assuré, j'ai entendu la littérature africaine au Maroc au Salon du Livre. Ce sont les aléas du direct. Alors, j'espère qu'on va quand même réussir à entendre l'essentiel. On va se comprendre à travers les lignes puisqu'on parle de littérature. Alors, comme je le disais, vous avez publié un livre donc, qui, justement, a l'occasion d'être vu par les visiteurs de ce salon. Parlez-nous justement de cet ouvrage, Rabia Marhouch. Écoutez, si j'ai bien compris la question, bon, vous parlez de la littérature, la place de la littérature africaine au Salon du Livre de Rabat. J'ai vu la programmation et il y a beaucoup d'écrivains qui sont programmés, ce qu'on appelle ici la littérature africaine, donc pour signifier en fait la littérature d'Afrique subsaharienne, hein, tout simplement. Donc il y a des écrivains comme Djaïli Amadou Amal qui est le Goncourt des lycéens. Et qui a sorti un dernier ouvrage Cœur de Sahel, hein, dernièrement, donc ce sont derniers romans. Il y a aussi bien sûr Eugène Baudet, il y a Souleymane Bachir Diagne, le philosophe et écrivain, enseignant à Columbia à New York. Donc on ne présente plus. Et puis j'ai vu aussi dans la programmation qu'il y avait le prix Nobel Wole Soyinka qui est aussi là. Voilà. Et puis il y a ce pavillon qu'on a intitulé Afrique où on trouve des éditeurs d'Afrique subsaharienne comme les éditions Proximité. Du Cameroun ou la grande maison d'édition, j'ai eu cette surprise de rencontrer l'éditrice, la maison d'édition Cassava du Nigeria. C'est une très grande maison d'édition anglophone. Donc voilà, il y a donc cette présence. En plus, j'ai vu aussi dans la programmation qu'il y avait des tables rondes autour de thématiques donc qui concernent le continent africain. Alors, J'espère que j'ai bien justement, répondu. alors, voilà, je pense que vous nous avez décrit de façon globale la présence de la littérature africaine à donc, ce salon du livre qui en est, je le rappelle, à sa 28e édition. J'espère que vous m'entendez très bien maintenant. Alors, excusez-moi, c'est vraiment assuré, je n'entends pas. Alors, ça arrive, hein, ce sont les aléas du direct qu'on va essayer de résoudre au maximum. Alors, justement, si vous arrivez en tout cas à comprendre le peu de ce que je dis, il est vrai qu'on va faire un peu de littérature, hein, comme je le disais tout à l'heure. La littérature, c'est comprendre entre les lignes. Donc je pense que là, on va comprendre entre le peu de mots qu'on va réussir à entendre à travers donc cette discussion. Alors, je le disais, aujourd'hui, il y a une aussi question qui se pose. Qu'en est-il de la connaissance du public marocain par rapport à la littérature africaine?
Alors, la connaissance du public africain par rapport à la littérature africaine, je pense qu'elle est en train d'évoluer. Il n'y a pas, de ce que je sais depuis que je suis revenue au Maroc, il n'y a pas une très grande connaissance de la littérature africaine subsaharienne. Et j'espère que ça va changer. Ce qui va en fait aider à ce que ça change, je pense que des maisons d'édition qui seraient dans cette démarche panafricaine, qui vont publier à la fois littérature de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique du Nord et puis de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans ma maison d'édition dans l'Africa Monde que je vais créer, parce que c'est important d'avoir une production sur le territoire marocain d'auteurs qui viennent aussi de l'Afrique subsaharienne. Donc ça aiderait à faire évoluer cette connaissance. Après, il y a tous les classiques aussi de l'Afrique subsaharienne, hein, dont je vois défiler Amadou Hampâté-Bâ, et puis Amadou Koné, Bigaro Diop, donc Senghor, tous ces auteurs-là, et on devrait mieux les connaître. Peut-être aussi, ce qui les ferait mieux connaître, c'est aussi de les avoir, d'avoir des titres des écrivains dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, et puis prévoir aussi dans les formations universitaires l'étude de cette littérature. Donc je vois aussi Ole Soyinka dans la littérature anglophone. Donc on a énormément de classiques africains subsahariens qui je pense ne sont vraiment pas très très connus, mais ça change vraiment, parce que Rabat et le Maroc a cet élan de fraternité vers l'Afrique subsaharienne, en fait, dans cette idée de créer, de mieux se connaître, de créer des liens, de créer des rencontres, comme le Salon du Livre, comme la chaire des littératures et des arts africains, l'Académie du Royaume du Maroc, et beaucoup d'autres événements qui permettent cette rencontre et cette connaissance mutuelle. Et c'est important, je trouve. C'est important. Alors, en tout cas, je pense que vos idées ne sont pas mal en termes donc d'ouverture des programmes scolaires sur cette littérature africaine riche et variée en fonction de la région d'Afrique subsaharienne dont on parle et on comprend en considération. Alors, si on avait aujourd'hui à trouver des points communs entre cette littérature africaine et la littérature ici au Maroc, quels seraient ces points de jonction? Il y a d'abord les thématiques, vous savez, et puis bon, avant les thématiques, il y a la langue. Vous savez, une bonne partie de la littérature marocaine est écrite en français. Et une bonne partie de la littérature africaine subsaharienne, donc toute la région francophone, est écrite en français. Donc nous avons déjà en commun cette langue qui est la langue française est une langue africaine. Donc on va pas rentrer dans les débats est-ce que on écrit en français ou pas, mais en tout cas on a ce patrimoine en partage. Ce qui est quand même très important, parce que écrire dans la même langue, ça veut dire pouvoir se lire mutuellement et se comprendre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a toutes les thématiques qui sont abordées à la fois au Maroc et puis du côté de l'Afrique subsaharienne, à propos de l'histoire de la colonisation, par exemple, des indépendances, des histoires de la modernité et de la tradition. Donc, on retrouve ces thématiques souvent du départ de la campagne vers la ville, de l'arrivée de la modernité dans les sociétés. Les questions aussi les thématiques aussi de la place de la femme dans la société sont abordées des deux côtés des littératures. Il y a aussi la question de l'oralité, de la littérature orale et de sa place dans l'écrit. Vous savez que il y a toute cette littérature que Souleymane Bachir Diagne appelle la littérature de traduction, qui a été en fait la littérature recueillie par des écrivains comme Amadou Hampâté-Bâ, comme Bigaro Diop, comme Bernard Dadier en Côte d'Ivoire, qui avaient recueilli la parole des griots, et ils en ont fait des œuvres écrites, littéraires en français. Donc il a appelé ça la littérature de traduction, parce que ils l'ont traduite de la langue wolof, bambara ou autre, dans
la langue française, donc ce n'est plus juste une transcription, mais carrément une traduction, une création d'une œuvre. C'est pour ça qu'il a appelé la littérature de traduction. Et cette littérature orale, on la retrouve des deux côtés de Sahara, qui enrichit, qui nourrit aussi la création des écrivains. On a énormément de choses en commun. Énormément de choses en commun. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Rabia Marhouch, c'est cette orientation africaine constatée au Maroc depuis donc quelques années. Cela dit, comment dans ce contexte-là, je rappelle que Rabat est la capitale de la culture africaine actuellement, comment dans ce contexte, et ce contexte, disons, politico-économique favorable, il est possible de renforcer ou de mieux promouvoir les connaissances de la littérature africaine auprès du public marocain? Il faut profiter de ce contexte favorable. C'est à nous, acteurs culturels, entrepreneurs de la culture aussi, de profiter de cette on va dire, cette période favorable aux créations des liens et de faire en sorte de construire des choses qui vont être solides et qui vont durer, et qui vont pas juste être dans l'éphémère, dans l'enthousiasme du moment, mais qui vont pouvoir durer dans le temps et créer des liens solides pour l'avenir, parce que c'est ça qui est important. Ça fait tellement longtemps qu'en fait on se connaît pas beaucoup, et maintenant ça change, et ça peut pas se faire du jour au lendemain évidemment, et c'est à nous de construire ce travail-là. Je pense qu'il y a un travail à la fois, par exemple, moi je pense à l'édition et au livre, puisqu'on parle de ça, puisque c'est mon domaine. Il faut plus de maisons d'édition qui soient ouvertes sur les deux côtés pour montrer la créativité des deux côtés. Et surtout, il faut que les livres circulent en fait du Maroc vers l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique subsaharienne vers le Maroc pour qu'on puisse se lire mutuellement. Donc ça, c'est un gros chantier, quelque chose qu'il faut construire. Et il y a aussi là-dedans la possibilité pour tout ce qui est en fait la presse et les médias jouent un rôle aussi très important dans cette connaissance, et on a besoin d'avoir des journalistes littéraires qui parlent et qui font la promotion de ce qui se fait des deux côtés, et qu'on puisse en fait en tant que public savoir et découvrir ce qui se passe des deux côtés. Et il n'y a que comme ça qu'on peut construire des choses en fait qui vont être solides. Alors, donc je rappelle que le public peut encore découvrir davantage sur la littérature africaine à l'occasion de ce ciel qui se poursuit à Rabat jusqu'à dimanche prochain, 11 juin. Alors, sur place aussi, on peut découvrir autre chose, à savoir Nina Bouraoui ou La Tentation de l'Universel, que vous avez publié aux éditions, aux presses universitaires de Rennes. Alors, parlez-nous justement de ce livre, Rabia Marhouch. Alors, ce livre, c'est un essai sur la place en fait des écrivains africains justement dans le système littéraire français, notamment des écrivains qui sont d'origine africaine et qui sont français et qui vivent en France et qui vivent en France, comme Nina Bouraoui. Donc, mon idée était de savoir quelle était leur place dans ce système littéraire français. Et donc, à travers l'étude de l'œuvre et du parcours de Nina Bouraoui, j'analyse en fait la place qu'il aurait réservée, qui est généralement assez périphérique dans ce qu'on appelle la littérature francophone. Et on découvre qu'il y a une hiérarchisation entre le centre et la périphérie. Donc ça, c'est un débat d'actualité. Et cette littérature universelle qui reste quand même un idéal très difficile d'accès pour les auteurs qui sont d'origine africaine. Et je le démontre dans le livre à propos de Nina Bouraoui, qui se revendique écrivain français, écrivain universel, mais qui à chaque fois est ramené à une forme de particularisme africain, algérien, maghrébin, qui fait que
on suppose qu'elle est encore incompatible ou elle ne serait pas encore en capacité de proposer quelque chose qui serait universel, qui atteindrait cet idéal. Et c'est là qu'en fait j'analyse donc ces normes universelles et cet idéal universel comme étant un particularisme blanc occidental, et ça a déjà été analysé et dit, donc c'est pas un scoop. Et le fait que ça reste un particularisme blanc occidental dénié empêche d'autres d'accéder à cet idéal. Et ça vient de très loin, donc ça vient de notre histoire. Et donc je remonte aussi dans cette histoire pour expliquer comment l'universel a été confisqué et qu'il est impossible pour certains auteurs aujourd'hui d'accéder à cet universel à cause de ça. En tout cas, à découvrir à l'occasion donc de cette 28e édition du Salon international de l'édition et du livre à Rabat. Merci à vous, Rabia Marouche. Je rappelle que vous êtes universitaire, écrivaine et éditrice. Vous êtes également fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africa Mood. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.